comme les valeurs de la République et les règles déontologiques, c'est le sujet de notre table ronde, je voudrais d'abord saluer les explications sémantiques données par Vincent Potier, puisqu'effectivement, c'est fondamental de connaître le sens des mots pour qu'on puisse bien se comprendre et bien voir effectivement ce qui est en jeu dans les valeurs de la République et les règles déontologiques. Donc, ça me semble important. Et ça répond en partie aussi à la question qui était pourquoi, et on y reviendra quand même tout à l'heure, pourquoi un projet de loi sur la déontologie. Et là, dans les explications données par Vincent Potier, on voit bien aussi que ça peut aller jusqu'à la question de la dérive du pouvoir et des pathologies du pouvoir, et que à partir de là, même si effectivement les fonctionnaires, les agents publics ont bien pleinement conscience des règles déontologiques, eh bien il peut arriver un moment aussi où il vaut mieux que le droit soit bien écrit et qu'il y ait une reconnaissance solennelle dans le cadre de la loi des principes qui sont déjà des principes inscrits dans la jurisprudence, puisque là on va conforter la jurisprudence, et que ces principes eh bien, s'appuient sur des valeurs, et c'est ces valeurs qui donnent du sens effectivement à l'action publique, et donc c'est les valeurs de notre République. Et donc de décrire ce qui est la pratique, eh bien, ne permet pas de dénoncer effectivement cette pratique, mais d'aller au contraire dans le même sens et de conforter les valeurs de la République et les règles que nous instituons pour justement être en respect de ces valeurs et en parfaite adéquation avec ces valeurs de la République. Et c'est vrai que ces dernières années, le sujet des valeurs et notamment la déontologie aussi se sont progressivement imposés. C'est un sujet qui s'est imposé avec plus de force au fur et à mesure que l'œil du public, et quand je dis l'œil du public, c'est au sens large, c'est à la fois les citoyens, c'est à la fois les médias, c'est à la fois les associations, etc., qui sont un œil qui est devenu plus perçant et en demande de transparence plus forte vis-à-vis non seulement des décideurs, mais aussi des agents publics. Et c'est vrai que la philosophie de ce projet de loi, c'est aussi de faire en sorte que l'agent public, le fonctionnaire, eh bien, soit le premier à être responsable finalement de la mise en œuvre des règles déontologiques. Ce que je veux dire de très fort là aussi, c'est que la volonté, ça a bien été démontré ce matin aussi, c'était d'être dans un objectif de prévention. Et c'est effectivement d'être dans une forte diffusion déontologique et avec la volonté de faire effectivement comme objectif premier la prévention. Alors, je voudrais juste revenir sur justement un des principes qui ne figure pas dans le projet de loi, c'est l'obligation de réserve, le devoir de réserve. Si effectivement la liberté d'opinion est reconnue aux fonctionnaires, eh bien c'est dans son expression publique, qu'elle soit orale ou écrite, que le fonctionnaire doit mesurer justement cette obligation et dans l'intérêt du service. Et donc, c'est une construction jurisprudentielle très complexe et qui, en même temps, varie de force, d'intensité en fonction de différents critères. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile à placer de façon globale comme ça dans la loi que les autres principes. Deux choses importantes, et je vais en rester là, après il y aura le débat, c'est les référents déontologues qui ont été intégrés par l'intermédiaire de la loi rectificative, qui ne sont en rien dans le maillage hiérarchique, mais qui sont là pour effectivement apporter les conseils déontologiques. Et puis la remise en place du chef de service, et là Samuel Liens en a parlé, l'a évoqué avec la question des cadres, eh bien il était important effectivement de montrer l'importance que pouvait avoir le chef de service, et ce qu'on a clairement mis, c'était que
le chef de service devait expliciter, après avis des représentants du personnel, les principes déontologiques applicables aux agents placés sous son autorité en les adaptant aux missions du service. Et c'était important. D'abord, il y a dialogue social. Et puis deux, ça veut dire que les différents services ou métiers de la fonction publique qui connaissent des questions qui leur sont propres en vertu de leur métier, eh bien, pourront aménager les règles déontologiques aux conditions d'exercice de leur mission. Je vais commencer par présenter l'Observatoire de la laïcité, qui n'est pas toujours très, très connu. Il a été créé par un décret de 2007, mais il n'a pas été installé à cette époque. Donc en fait, il a été créé juste sur le papier. Et c'est François Hollande, alors président de la République, qui l'a installé en avril 2013. C'est une structure assez réduite et assez légère, puisqu'elle est composée seulement de 3 salariés. Elle peut être saisie par le gouvernement donc de toute question touchant à la laïcité et peut aussi également s'autosaisir, ce que nous faisons régulièrement. Et nous avons déjà rendu, donc, depuis avril 2013, une douzaine d'avis et de rapports. Nous rendons un rapport annuel en avril de chaque année. Et donc nous avons souhaité rendre des avis, notamment les premiers assez généraux, qui rappelaient ce que la laïcité permettait, ce qu'elle l'interdisait, et aussi répondre à des problématiques pratiques qui sont soulevées, donc soit liées aux faits religieux, soit à la laïcité, la distinction dépendant du domaine dans lequel, et de la structure dans laquelle on se place. Nous avons rendu un avis le 3 février 2015, suite à une saisine de Madame la ministre Maryse Lebranchu, donc concernant le projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. Notre avis ne portait que sur l'article 1er de la loi, qui concerne l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983. Donc, dans cet avis, nous rappelons les devoirs qu'implique le respect de laïcité pour les agents publics et tous les personnels de droit privé concourant à une mission de service public, puisque voilà, des personnels qui relèvent de structures privées, s'ils sont en charge d'une mission de service public, se voient aussi impliquer la neutralité. Donc pour ce faire, nous partons d'un avis rendu par le Conseil d'État, Mademoiselle Marteau, en 2000, selon lequel l'interdiction de manifester sa croyance s'applique quelles que soient les fonctions exercées par l'agent public. En l'espèce, il était question d'une surveillante, une pionne, qui portait un signe religieux. Et en fait, la question, c'était de savoir si, vu qu'elle n'était pas dans une mission pure d'enseignement, dans ses fonctions, est-ce que la neutralité lui était soumise ou pas ? Après avoir posé le principe selon lequel cette personne était soumise à une neutralité, il a été rappelé qu'était prohibée toute discrimination fondée sur la religion dans l'accès aux fonctions et le déroulement de la carrière des agents. Les convictions religieuses doivent être indifférentes au recrutement des fonctionnaires et agents publics. Et de manière générale, la pratique d'une religion ne doit en aucun cas constituer un critère discriminant à l'encontre d'un candidat ou d'un candidat prétendant à la titularisation. Enfin, nous avons émis un avis favorable à cet article en rappelant la nécessité de développer les formations initiales et continues à la laïcité pour tous les fonctionnaires, en particulier ceux en contact avec les usagers. Et là, on va avoir un paradoxe. En effet, les agents de catégorie C, qui sont les plus en contact avec les usagers, sont ceux qui sont moins formés. Donc on a eu beau développer des formations dans les IRA et à l'ENA, le temps que ça redescende, c'est assez compliqué. Donc il faudrait que ce soit des formations. Alors, on sait que c'est des catégories qui sont peu formées, qui ont très peu de temps, mais il faudrait pouvoir, voilà, peut-être de façon ludique, organiser dans le cadre d'une journée 9 décembre laïcité, une explication dans un service ou dans une collectivité de 2 heures pour rappeler les règles. Il n'est pas faux d'avancer qu'il y a différentes conceptions de ce qu'est la laïcité et d'affirmer qu'il y a la plus grande confusion règne sur le sens de ce terme. La laïcité est-elle anti-religieuse, séparatiste, stricte, inclusive, ouverte, concordataire ou identitaire ? En fait, si depuis même sa conception même, la laïcité, des visions divergentes de la laïcité s'affrontent, nous devons nous en tenir à la laïcité telle qu'elle est prévue par les textes et telle qu'elle est reprise par la Constitution dans le cadre de nos fonctions. La laïcité n'est pas le contrôle des religions par l'État, mais la séparation stricte entre les organisations religieuses et les institutions publiques, ainsi que la liberté de culte accordée à tous de façon égale, toujours dans la limite de l'ordre public.
La laïcité n'est pas non plus une conviction et encore moins une religion, mais c'est le cadre qui les autorise toutes. Les valeurs découlant de la laïcité sont largement partagées par les agents, mais aussi par les usagers, même si les citoyens sont parfois laïcs sans le savoir, ce qu'on dit souvent. Quand on parle de laïcité, parfois les gens le voient comme une somme d'interdits, alors que quand on en discute, ils sont parfaitement laïcs, ils reconnaissent la nécessité pour tous de la liberté de penser, la liberté de croire ou de ne pas croire, de pratiquer sa religion, tant qu'elle ne nuit pas à la liberté des autres. Les citoyens sont également tous attachés à la neutralité de l'État. Mais celle-ci ne signifie pas que eux, en tant qu'usagers, comme je le disais, sont interdits de manifester leur appartenance religieuse dans les services publics. Ils peuvent le faire, mais il y a certaines conditions, bien sûr, qui sont le prosélytisme, le bon fonctionnement du service encore, et l'ordre public toujours. En effet, la France République laïque assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle assure ainsi l'égalité des citoyens face au service public, quelles que soient leurs convictions ou leurs croyances. C'est pour cette raison que le service public ne peut pas montrer une préférence ou faire preuve d'une attitude discriminatoire selon l'appartenance, réelle ou supposée, d'un usager. Les agents publics doivent non seulement ne pas marquer une telle préférence, mais aussi ne pas donner l'apparence d'un tel comportement préférentiel. C'est pour cela qu'on leur demande un devoir de neutralité. Donc, ainsi, ils n'ont pas le droit de montrer, par la présence de signes à caractère religieux, donc à leur guichet ou même en emportant, d'une quelconque préférence à une religion. Donc, rappelons que la neutralité, oui, ne concerne pas seulement les convictions religieuses, mais qu'elle concerne aussi les convictions politiques. En résumé, sur toutes ces questions, y compris donc, les plus sensibles, comme on a pu le voir, il faut savoir garder la tête froide, selon nous, et appliquer le droit avec fermeté et discernement, et surtout en bonne intelligence. Je vous remercie. Alors, autour de cette notion de valeur, alors vous retrouverez des formules, puisqu'on peut utiliser des guillemets dans ce que je veux dire. On parle de réinvestir les valeurs. Et dans la conduite de l'action qu'on peut avoir quand on dirige les services, il y a deux éléments ou deux transitions que je ferais. Je dirais qu'il faut déjà peut-être passer sur ces notions de valeur, de l'affichage, à l'appropriation. Et là, c'est vrai que toute la dimension formation est très importante. Et on peut revenir. Alors, il y a la dimension formation des agents territoriaux. Donc là, en rappelant que c'est une mission qui incombe au CNFPT, quoi qu'en dise le sénateur de Rozan ce matin, mais qui peut aussi impliquer les élus locaux, et un travail qui peut être un travail continu et de terrain, notamment, pour répondre à votre interrogation, sur les agents de catégorie C. Et là-dessus, il y a un énorme travail qui peut être fait. On le pratique ici, comment dirais-je, dans ce département et dans d'autres voisins ici, avec une approche pour aller au-devant des terrains, avec des actions de formation qui peuvent être territorialisées, un partenariat qui peut être fait entre centres de gestion et CNFPT pour aller au-devant des agents, sachant que, comme l'a dit le président de l'Association des maires de la Gironde, le centre de gestion est un endroit où les élus se retrouvent et où ils peuvent entendre les messages, partager les messages, et où, l'action de formation peut porter des messages aussi qui peuvent être cohérents à destination des agents. Autre élément que je prendrai en passe sur cette notion de valeur pour les investir, c'est le passer de la communication à la pédagogie. Et là, il y a la dimension toujours vis-à-vis des agents, mais peut-être aussi vis-à-vis de l'usager, de l'administré, du public, du grand public, du citoyen, et tout un effort. Et là, je rejoindrai le terme qui a été pris de clarifier ces valeurs, donner une signification. Le sens affiché, le projet politique, le sens politique, le sens stratégique de l'action qui est conduite, alors qui est initiée par un pouvoir politique, mais qui est décliné par... On a eu une déclinaison de l'encadrement stratégique, encadrement opérationnel, encadrement de proximité qui a été donné, et l'agent qui exécute le service. Ce partage du sens est important. L'élaboration d'une charte des valeurs, qui rejoindra ce que Mme Fitt-Duval a dit sur cette multiplication, prolifération des guides, des recueils, des chartes, et la pratique du CV anonyme, qui est un élément qui fait débat sur les questions de
discrimination lors du recrutement. Et sur ces exemples, on a des... Là, je reprends un de vos termes, Madame la députée, le terme d'exemplarité. Et c'est vrai que s'appliquer à soi-même dans un fonctionnement quotidien la déclinaison de ces valeurs, de ces principes, donne des éléments. Alors, pour revenir sur le terme de valeur, nous en rajouterons peut-être trois différentes. La première, c'est quelque chose qui a trait à tout ce qui est diversification. Diversification, il y a plein de syllabes dans ce mot-là. Donc, diversification des parcours, on en parle en termes statutaires, mais aussi des profils. Et ça, c'est vraiment pour avoir des acteurs publics, et notamment les agents territoriaux, du cadre au plus bas niveau, qui soient à l'image de la société dans laquelle ils vivent, la société qu'ils servent quelque part. Et il y a de nombreuses questions qui peuvent être abordées sur ce point. Une deuxième idée est celle qui peut être chère dans nos hauts fonctionnaires territoriaux, qui est celle de l'innovation. Donc, ne s'autoriser l'invention, l'inventabilité, l'inventivité, l'inventitude, je ne sais quoi, pour imaginer de nouveaux modes de fonctionnement, de nouveaux modes de communication, de nouveaux modes de conduite de comment dirais-je, des politiques publiques locales, et pas seulement sous le seul couvert de comment trouver des économies à faire, ou des marges de manœuvre à gagner. Toujours avoir le sens de l'action qui est menée. Et un autre élément que je reprendrai, c'est celui d'une autre valeur sur laquelle je donnerai, qui est le partage ou le collectif. Et là, il y a un terme qui a été employé à plusieurs fois, qui est la réflexion partagée. Et sur ces éléments-là, je trouve qu'il y a énormément, le sénateur maire de Rozan le disait ce matin, d'apports, d'enrichissement, de bénéfices à tirer de relations partenariales avec des points de vue différents. Nous en avons sur les débats de la journée. On imagine immédiatement des champs où des réflexions partagées peuvent se trouver.